Nous sommes en Lituanie, dans une base aérienne utilisée par l'OTAN. C'est d'ici que décollent les avions de chasse qui sécurisent le nord de l'Europe. Ils sont armés et mobilisés à chaque fois qu'un appareil non identifié s'approche ou pénètre dans l'espace aérien. Le commandant de la base, c'est le major aviateur Gérard. Il dirige le détachement belge qui, pendant 4 mois, protège les pays baltes. Là au mur, vous avez une carte qui n'est pas classifiée. Ici, vous avez 200 nautiques, donc 200 nautiques, c'est à peu près 400 km. Et donc vous avez Cholet ici qui est au centre, avec toutes les zones dans lesquelles on fait des activités d'entraînement. 24 heures sur 24, les pilotes belges sont prêts à intervenir au moindre signal. Attention, attention, attention. Tango scramble, tango scramble, tango scramble. Lorsque les haut-parleurs sonnent l'alerte, chaque seconde compte. Le major Gérard a moins de 5 minutes pour s'équiper, rejoindre son F-16 et décoller. Objectif, intercepter au plus vite l'appareil non identifié, déterminer sa nature, et évaluer aussi la menace qu'il représente. Une procédure à laquelle ce vétéran de la guerre en Irak est rompu. 402 terminé. 403 terminé. Malgré ses états de service et ceux de ses coéquipiers, le major Gérard s'entraîne à chaque fois que les conditions météo sont favorables. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un exercice, pour ne pas perdre la main. En Europe, c'est ici, dans les pays baltes, que l'espace aérien de l'OTAN est le plus menacé. En Belgique, la plupart des interventions, ce sont soit des avions de tourisme qui sont égarés, soit des avions civils qui ne répondent pas à la radio. Ici, dans les pays baltes, on est plus confronté à des avions militaires qui font essentiellement des avions russes qui font la jonction entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. 4 jours plus tard, voici ce que le major Gérard et son ailier ont pris en chasse au-dessus de la mer Baltique. 2 bombardiers supersoniques russes capables d'emporter des engins nucléaires. Des images exclusives. Les Tupolev Tu-160 survolaient sans plan de vol la région. Ils ont été reconduits jusqu'aux frontières de l'OTAN. Depuis 2014, le nombre d'interceptions d'avions militaires russes dans la région a été multiplié par 5. Ils s'aventurent désormais jusque dans le golfe de Gascogne, aux portes de la France, du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. L'espace aérien du nord de l'Europe est surveillé depuis un centre de l'OTAN, situé en Allemagne. C'est la première fois qu'une équipe de télévision française y pénètre. Le patron du centre des opérations, c'est Eric Moses, un colonel de l'US Air Force. Sous la supervision de cet officier américain, des militaires de 20 nationalités différentes surveillent un ciel où se croisent des milliers d'appareils. Chaque jour de l'année, 35 000 avions volent dans l'espace aérien. Les cercles symbolisent des avions amis qui volent en ce moment. Les points rouges sont des avions non identifiés. Un appareil non identifié est un avion n'ayant pas déclaré de plan de vol, volant sans émettre sa position ou refusant même tout contact radio. Contrôleur de trafic aérien, nous avons un écho inconnu dans le nord de l'Estonie. Confirmer l'absence de plan de vol et vérifier avec les services du contrôle aérien civil que l'appareil a établi une communication directe, par morse et par code. C'est en cours. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice. Mais en 2019, le centre a repéré 195 appareils non identifiés. 99% d'entre eux étaient des avions militaires russes. Le Kremlin, cœur du pouvoir en Russie, est pour nombre d'États occidentaux le centre de toutes les attentions. Depuis l'annexion de la Crimée, la guerre plane à l'est de l'Europe. En Lituanie, de simples citoyens se constituent en milices.
Ils craignent une invasion de leur pays et de retomber sous le joug de Moscou. Saulius est responsable marketing, mais le week-end, il s'entraîne au combat. Nous devons nous préparer à la guerre. C'est l'objectif, être prêt. Les miliciens sont inquiets et les 29 États membres de l'OTAN prennent aussi la menace au sérieux. Dans les pays baltes, les troupes sont désormais installées de manière permanente. Nous nous entraînons contre un véritable ennemi, c'est-à-dire dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Depuis les années 2000, une dizaine de pays de l'ancien bloc soviétique a rejoint l'Union européenne et l'OTAN, échappant ainsi à l'influence de la Russie. Pour le président Vladimir Poutine, c'est une provocation, pire, une menace. Je pense qu'il est évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, il s'agit d'une provocation sérieuse qui dégrade le niveau de confiance mutuelle. Autrefois, il y avait la guerre froide. Aujourd'hui, Vladimir Poutine joue sur la nostalgie de la Grande Russie, celle des tsars. Et pour regagner en influence, il mise sur ce que l'on appelle une guerre hybride contre ses voisins européens. Intervention secrète de troupes en Ukraine, mais aussi cyberattaques en Estonie. Durant 22 jours, des attaques informatiques mettent hors service les sites internet de l'État, des grands médias et de plusieurs banques. De quoi déstabiliser tout un pays. Merle Maigre est vice-présidente d'une société de cybersécurité qui travaille pour le gouvernement d'Estonie. Voici l'équipe en action. Nous avons des employés qui travaillent sur la cyberhygiène, d'autres qui font des simulations. La Russie tente d'influencer les opinions publiques pour déstabiliser la planète grâce à des chaînes de télévision comme RT, qui depuis 2017 disposent d'une antenne en France. Il est faux de dire que RT ne dit que du bien de la Russie et que du mal de l'Occident. Le Kremlin utilise aussi des agences spécialisées, des usines à trolls. À Saint-Pétersbourg, nous avons rencontré Vitali. Il était chargé de manipuler la population ukrainienne. Il fallait changer certains mots dans les articles. On ne parlait pas d'armée ukrainienne, mais de commandos d'extermination. La Russie nie toute ingérence en Ukraine. Mais Sean, un hacker, a piraté les emails d'un proche de Vladimir Poutine. Il révèle des mensonges d'État. C'était une grosse prise, l'une de nos opérations les plus réussies. Entre déstabilisation et opération militaire, voyage dans un continent en proie à une guerre d'un nouveau genre. Pour comprendre à quoi ressemble la guerre hybride menée par la Russie contre l'Europe, nous nous rendons en Ukraine. Depuis 2014, le pays est plongé dans un conflit qui a fait au moins 14 000 morts et 2 millions de déplacés. Après avoir perdu la Crimée, annexée par la Russie, les soldats ukrainiens se battent désormais à l'est, dans le Donbass, contre des forces séparatistes qui ont créé 2 républiques. Ces séparatistes seraient soutenus par Moscou. La ligne de front s'étend sur 470 km. La mine de charbon de Bukovka est l'un de ces théâtres d'affrontement. C'est ici que Taline et Oleg, 2 soldats ukrainiens, combattent depuis plus de 4 ans. Oleg, on est à quelle distance des positions? Notre position? On est à 800 mètres de la ligne de front. Qu'est-ce qui a causé ces destructions? Ce sont des tirs d'artillerie, des canons de 152 mm. Au milieu de ce champ de ruines, un bâtiment détruit aux 3/4 sert de camp aux soldats de la section. C'est ici qu'ils prennent leur repas. Le confort est minimal. Pour se protéger des obus et des roquettes qui chaque nuit ou presque s'abattent sur la position, les soldats ont aménagé un abri en sous-sol. On est 6 à vivre ici. On garde nos armes là-dedans pour les protéger de l'humidité.
Avant de rejoindre nos positions, c'est ici qu'on prend le thé ou le café. Et puis c'est là que je dors. Ça, ce sont mes effets personnels. Et c'est là que j'accroche mes vêtements. Il y a 2 de nos gars là-bas qui dorment. Ils étaient de faction cette nuit. Ils ont passé la nuit à combattre. Pour rejoindre leur avant-poste, Taline et Oleg doivent emprunter un dédale de tranchées. Des chemins qui s'étendent sur des kilomètres. Ils ont été creusés en zigzag pour éviter les tirs en enfilade. En 2019, 132 soldats ukrainiens ont perdu la vie dans ces tranchées. Les combats, c'est seulement 1% de notre activité. Le reste du temps, on maniait la pelle. Un vrai chantier, avec des sacs, de la terre, des rondins de bois, des clous. On creuse. Et plus on creuse profond, plus on est en sécurité. Et lorsqu'ils ne creusent pas, Taline et Oleg montent la garde dans l'un de ces petits fortins renforcés de sacs de terre. C'est une guerre de position. On est au même endroit depuis plusieurs années, tout comme l'ennemi. Une véritable guerre de tranchées au cœur de l'Europe. Pourquoi vous chuchotez? Parce qu'ils peuvent nous entendre de là-bas. C'est pareil pour l'odeur de cigarette. Du coup, ici, on ne peut pas fumer. Il n'y a que quelques mètres qui nous séparent. Selon le gouvernement ukrainien, l'armée russe combat aux côtés des séparatistes du Donbass, ce que nie catégoriquement Vladimir Poutine. L'armée russe n'est pas présente sur le territoire du Donbass. Par contre, il y a des groupes de miliciens autonomes et qui sont prêts à repousser toute action d'envergure contre le Donbass. Oleg, Vladimir Poutine dit qu'il n'y a pas de Russes à Donetsk. Vous en pensez quoi, vous? Il peut dire ce qu'il veut, mais les faits sont les faits. Quoi que dise Poutine, les Russes sont bien là. Mais officiellement, ils ne le sont pas. C'est ça la guerre hybride. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont enlevé leurs galons, leurs insignes. Mais ils restent russes. Nous allons bientôt obtenir les preuves de ce que Taline et Oleg avancent. Dans ces tranchées, la guerre se fait avec des armes dignes de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi un champ de bataille 2.0. C'est un SMS de propagande. Régulièrement, des messages visant à saper le moral des troupes sont envoyés sur les smartphones des soldats ukrainiens. Hé, le fasciste, abandonne. Ton gouvernement t'a laissé tomber. On ne fera pas de quartier. Le Donbass est russe. Ils sont également la cible de propagandistes numériques, aussi appelés trolls, qui leur envoient des messages personnalisés, cette fois via les réseaux sociaux. Quand tout a commencé, en 2014, les trolls de Moscou ont tenté d'exercer sur nous une pression psychologique. J'ai réalisé qu'il était inutile de discuter de quoi que ce soit avec eux. Donc, j'ai fermé mes comptes sur Vkontakte et sur Odnoklassniki. Par contre, j'ai conservé ma page Facebook. Mais je vérifie à 2 fois qui me demande un ami. Dans le Donbass ukrainien, les soldats ne sont pas les seuls à être confrontés à une guerre de communication. À 3 km des lignes se trouve Avdiivka. Depuis le début de la guerre, cette ville dortoir a perdu la moitié de ses 36 000 habitants. Et ils ont fui lorsque ces barres d'immeubles ont été frappées par des tirs d'artillerie. En face des bâtiments, de l'autre côté de ce champ de mines, se trouve la rue Sportivna. Elle compte 27 maisons, mais seules 3 personnes y habitent encore. Lyuba a 73 ans. Elle veut rester chez elle en dépit du danger.
Par ici, il y avait des champignons, mais on ne les ramasse plus à cause des mines. Et des gens ont marché dessus? Pas dans la forêt, mais dans les champs aux alentours, oui. On ne va pas par là, c'est dangereux. Pour cette retraitée, beaucoup de choses ont changé depuis le début du conflit. En plus des mines et des bombardements nocturnes, Lyuba fait régulièrement face à des coupures d'eau et d'électricité. Plus étrange, des chaînes de télévision ont disparu de son écran. Je regardais Inter et 1+1, ICTV et STN. Nous avions les chaînes ukrainiennes. Et là, il n'y a plus de chaîne ukrainienne. Non, il n'y en a plus une seule. Je n'ai plus regardé d'informations ukrainiennes depuis un bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde regarde les chaînes russes. Mon fils aîné, qui est à Mariupol, s'est même emporté. Il m'a dit « Maman, ne regarde pas ça, il n'y a rien de bon là-dedans. » Pourquoi est-il contre les informations russes? Il est contre parce que ces derniers jours, ces chaînes répandent de fausses informations sur Zelensky, le président ukrainien. Désormais, seul le point de vue de Moscou arrive dans les foyers, renforçant sans doute le sentiment pro-russe dans la région. Alors, pour regagner les cœurs et les esprits, l'armée ukrainienne a décidé de riposter. Elle a créé des unités spécialisées dans la guerre des ondes. Le théâtre d'opération de ces unités d'élite, c'est la zone rouge, un no man's land de 3 km de large, épousant la ligne de front. Pour accéder à cette zone, il faut passer plusieurs checkpoints de l'armée ukrainienne. Impossible de pénétrer ici sans autorisation. Nous sommes à bord d'un véhicule des forces spéciales. La mission de ces hommes, faire taire les organes de propagande russes. Le major Taras est le chef d'équipe. Taras, on va où maintenant? Maintenant, on se dirige vers un lieu où on sera en mesure de détecter leur signal radio, son intensité et par conséquent son emplacement. Sur plusieurs kilomètres, les soldats testent les fréquences jusqu'à ce que la radio capte le signal tant attendu. Ça, c'est une station russe. Maintenant, on va tourner à droite et s'arrêter à un endroit que l'on connaît pour y déployer notre équipement. Cette clairière est un lieu parfaitement adapté à l'opération. Entouré d'arbres pour éviter d'être la cible de tireurs embusqués, mais suffisamment dégagé pour faciliter la diffusion des ondes de la station mobile. L'émetteur couvre les émissions radio de l'ennemi en se réglant sur la même fréquence. Ça, c'est la chanteuse ukrainienne Tayana. L'opération de brouillage vient de commencer. On écrase 102.8, la fréquence de Radio République. C'est une station qui émet le soir et est sponsorisée par Rossiya 24. Pour le moment, on diffuse des tubes ukrainiens. On va ensuite lancer nos propres programmes radio, ceux d'Armée FM. L'opération est chronométrée, 2 heures maximum pour éviter d'être localisé. Du coup, l'armée ukrainienne ne choisit pas ses heures de diffusion au hasard. On opère aux heures de grande écoute lorsque les gens rentrent du travail et s'assoient pour écouter la radio. La plupart de ces personnes sont âgées de 30 à 60 ans. Tout cela rappelle l'époque soviétique, quand les gens cherchaient à capter Radio Liberté. Ils cherchaient à entendre la vérité sur ce qui se passait en Ukraine et dans le monde entier. Pour les citoyens ukrainiens de la région, difficile de faire la part des choses au milieu de cette guerre de l'information. Alors certains d'entre eux se sont mis en quête de vérité
sur le conflit qui secoue l'est du pays. L'homme que nous rencontrons se fait appeler Sean Townsend. Comme chaque soir, depuis 6 ans, ce trentenaire troque son costume d'employé de bureau pour des habits de pirate informatique. Il nous a donné rendez-vous près de ce bunker soviétique abandonné. Je suis Sean Townsend. Je m'exprime au nom de l'Ukrainian Cyber Alliance, une communauté de pirates informatiques ukrainiens. L'Alliance est née en 2016 du rassemblement de plusieurs petits groupes de hackers. Pourquoi cachez-vous votre visage? Étant donné que nous participons activement à cette guerre et que nous avons déjà causé beaucoup de dommages à la Fédération de Russie, nous devons simplement protéger notre identité pour nous assurer que nos familles et nos proches aillent bien. L'objectif de l'Alliance est de vérifier si les rumeurs selon lesquelles la Russie est impliquée dans le conflit sont avérées. Pour cela, Sean et ses collègues ont infiltré des milliers de boîtes mail, à commencer par celle des séparatistes pro-russes. Une opération qui a duré 2 ans. On est parti des responsables locaux et de ceux avec qui ils étaient en contact. Finalement, on a atteint des cibles de premier plan au Kremlin à Moscou. Nous avons piraté et copié la messagerie du conseiller du président Poutine, Surkov. Vladislav Surkov n'est pas n'importe qui. Bras droit de Vladimir Poutine, il a été en charge du dossier ukrainien jusqu'en janvier 2020. On le voit ici à l'Élysée lors d'un sommet de chefs d'État visant à régler le conflit. Dans sa messagerie, les hackers ont découvert la preuve d'une collaboration entre l'État russe et les républiques séparatistes. Ce document traite de l'approvisionnement en carburant des territoires occupés. Il cherche à acheter de l'essence et à la meilleure façon de le transporter jusqu'au Donbass. Un email du 23 juillet 2015 montre que pour pallier une pénurie d'essence, les séparatistes achètent du pétrole à une société publique russe. Pour cette transaction, les séparatistes utilisent une filiale de leur compagnie pétrolière, DS, basée en Russie. DS conclut un contrat de livraison de carburant avec l'entreprise d'État de la Fédération de Russie, Promsyry Import. Mais le soutien russe ne s'arrête pas là. Dans d'autres emails, Sean découvre que la Russie a fait appel à son armée. Dans ce tableau, le Premier ministre de la République populaire de Donetsk dresse la liste des combattants morts sur son territoire en juin 2014. Y figurent des noms de soldats russes, tués, précise le document, dans l'exercice de leurs fonctions militaires. L'armée russe était donc bien présente sur le terrain, quoi qu'en dise Vladimir Poutine. Ils le répètent tout le temps depuis le début de la guerre. La Russie n'est pas ici. Il n'y a pas de soldats russes. Il n'y a pas d'implication. Ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas vrai, c'est du pur mensonge. Le site d'investigation britannique Bellingcat arrive aux mêmes conclusions. En passant au crible les réseaux sociaux, il est parvenu à retrouver des centaines de photos géolocalisées de militaires russes. Ce travail de fourmi a permis de prouver que des officiers et même des unités entières de l'armée russe ont bien combattu dans le Donbass. À chaque fois, ces recherches demandent évidemment des années d'enquête. On a dépensé du temps et de l'argent pour trouver ces informations, les analyser, les mettre en ligne. C'est beaucoup de travail, mais quelqu'un doit le faire. Une tâche d'autant plus démesurée qu'en face, le pouvoir russe s'appuie sur de véritables armées de cybermercenaires. Direction Saint-Pétersbourg. Cette ville touristique de 5 millions d'habitants est la vitrine de la Russie impériale. Avec son palais d'hiver, l'ancienne résidence des tsars et ses églises orthodoxes datant de la même époque.
La ville est aujourd'hui la capitale de ce que l'on appelle des usines à trolls. Ces lieux dédiés à la fabrication d'informations falsifiées, diffusées sur Internet. Vitali a travaillé pour l'une d'entre elles, située dans un immeuble au numéro 55 de la rue Savouchkina. Voilà, c'est là-bas. Le bâtiment gris de 4 étages. C'est l'ancienne usine à trolls. En 2014, Vitali, alors journaliste débutant, est embauché à l'Internet Research Agency pour 650 € par mois, 2 fois le salaire d'un professionnel. J'ai décroché un contrat de chef de service. Mon travail consistait à écrire des articles sur l'Ukraine. J'ai demandé si c'était de la propagande. On m'a répondu que non, que c'était des informations objectives. Mais dès le premier jour, on m'a assigné 3 sites internet en .ua. Les nouvelles de Kharkiv, les nouvelles de Lviv et les nouvelles de Kiev, qui se faisaient passer pour des sites ukrainiens. Il fallait changer certains mots dans les articles. On ne parlait pas d'armée ukrainienne, mais de commandos d'extermination pour terroriser la population. Et au lieu de terroristes, on utilisait milices populaires. On donnait le point de vue de la télévision russe en faisant croire qu'il s'agissait d'informations ukrainiennes. Au bout de 4 mois, Vitali démissionne du 2e département Ukraine, bien décidé à dénoncer ce qu'il s'y passe. Il contacte les médias, qui commencent à s'intéresser à cet immeuble ultra sécurisé de 4 étages. De 200 à 400 employés y font les 3-8 pour fabriquer et diffuser des informations falsifiées sur les réseaux sociaux. Selon Vitali, un étage est même dédié à perturber les commentaires en ligne des sites de journaux. Dans la foulée de ces révélations, l'Internet Research Agency déménage dans un autre quartier. 4 rue Optikov, bâtiment 3. C'est l'immeuble dans lequel une partie des camarades ont déménagé. Mais ce n'est qu'au lendemain de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017 que les médias américains prennent conscience de l'importance des usines à trolls dans la manipulation des opinions publiques. La chaîne NBC s'empare de l'histoire de Vitali. Ce soir, nous nous penchons sur la campagne de désinformation russe. Le reportage est repris dans 60 minutes, une émission de la télévision publique russe qui va tourner en dérision et mettre en doute le sérieux du sujet de la chaîne américaine. La chaîne de télévision américaine NBC a finalement trouvé ce qu'elle cherchait depuis très longtemps. Une usine à trolls russe. Une usine fondée par Poutine et qui a fait élire Donald Trump. NBC a même réussi à attraper l'un de ces trolls. Du sensationnel. Regardez. C'est l'immeuble? Oui, c'est ça. C'est l'usine à trolls. Pour mieux décrédibiliser le témoignage de Vitali, là, on le voit en boîte de nuit. Les présentateurs se moquent de lui. Ils ont extrait une vidéo du jeune homme sur sa page Facebook alors qu'il fait la fête. C'est un lynchage médiatique. En fait, ce n'est pas très important que Vitali aille en boîte de nuit. Ce qui est important, c'est que c'est un partisan de Ksenia Sobchak. Il a même un tatouage d'elle sur le bras. Pour les présentateurs de cette chaîne gouvernementale, le fait de soutenir une opposante politique à Vladimir Poutine discrédite la parole de Vitali. Peu importe que 4 autres employés de l'agence corroborent les propos du lanceur d'alerte. L'Ukraine n'est pas la seule à être prise pour cible par les trolls russes. Les citoyens des pays de l'Union européenne sont également visés par ces campagnes d'influence. Lors des élections régionales en Allemagne, avant le Brexit au Royaume-Uni, ou encore lors du référendum sur l'indépendance de la Catalogne en Espagne. La France non plus ne serait pas épargnée. 3 semaines après son investiture, Emmanuel Macron accuse 2 organes de presse russes d'avoir œuvré contre lui durant la campagne présidentielle.
Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Russia Today est un réseau de chaînes d'information financé à 100% par le Kremlin. Rebaptisé RT depuis 2009, ce groupe a des antennes partout dans le monde, Washington, Beyrouth, Berlin, Londres, Madrid. Et depuis 2017, Paris. Nous nous sommes rendus à Boulogne-Billancourt, au siège de RT France, pour voir si, comme l'a déclaré le président Macron, cette chaîne est un média de propagande et d'influence russe. Ksenia Fedorova a 40 ans. Lorsqu'elle arrive en France en 2014, elle commence par créer le site internet de RT. 3 ans plus tard, elle lance la chaîne de télévision. Et comme ça, on peut faire le Breaking News Mode avec Magali en même temps. Okay. Donc on va utiliser les 2 studios en même temps. Cette journaliste russe cumule aujourd'hui les fonctions de présidente et de directrice de l'information de RT France. Pour les reporters, on a qui disponible pour cette samedi? Pour samedi, on a Mona, Thomas, Nadège. Son ambition, c'est de concurrencer les grandes chaînes d'information telles que la BBC ou France 24. Mais depuis son lancement, RT est victime de la méfiance des autorités françaises. Ces dernières la soupçonnent de vouloir influer sur la politique intérieure en manipulant l'opinion publique. Les journalistes de Ksenia Fedorova se sont donc vus refuser l'accès à l'Élysée et aussi à certains ministères. Il y a une différence entre la manière dont ils présentent RT par rapport à la BBC ou à France 24, par exemple. Nous sommes traités différemment à cause de cela. Pour eux, BBC ou France 24 sont des chaînes du service public. En revanche, ils considèrent que RT est une chaîne sponsorisée par la Russie, par le gouvernement russe. Selon Ksenia Fedorova, sa chaîne est discriminée tout simplement parce qu'elle offre un point de vue atypique sur le monde. Je pense que c'est parce que nous avons une ligne éditoriale différente et on parle des sujets qui ne sont pas très mainstream. Ça c'est difficile en français. Ok, en anglais. Pourquoi la Russie a-t-elle besoin d'une chaîne, de financer une chaîne? Parce que pour la Russie, à mon avis, en tant que journaliste, il est important d'avoir des perspectives différentes sur les événements. Parce que cela permettra de ne pas tomber dans une situation où les grands médias diraient « ça c'est les gentils, ça c'est les méchants ». C'est une situation très dangereuse lorsque vous avez des gentils et des méchants. Pour promouvoir son point de vue alternatif en France, le gouvernement russe a mis les moyens. Des bureaux et des studios flambant neufs. Une équipe de 82 journalistes. Mais aussi des vedettes du petit écran comme Stéphanie Demuru ou Frédéric Tadei. Confidentiel à ses débuts, RT France décolle vraiment avec la crise des Gilets jaunes. Bonjour Mona, Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes, a appelé à une opération escargot sur le boulevard périphérique parisien. Son audimat grimpe alors en flèche, notamment sur YouTube. Plus 40% en un an. La chaîne devient la chouchou des manifestants. Bienvenue RT, vous êtes toujours les bienvenus. Ça c'est bien, c'est une chaîne proche du peuple ça. Si elle plaît autant aux manifestants, c'est que leur temps de parole sur la chaîne est plus important que sur les chaînes concurrentes. Moi, le gouvernement, ça fait longtemps que personnellement, je ne l'écoute plus parce qu'ils ne nous écoutent pas. Pour eux, RT est désormais le seul média en qui ils peuvent avoir confiance. RT, voilà, je suis dans le temps de les écouter sur YouTube, justement, et que je trouve que c'est plus intéressant que... ils sont plus à l'écoute. Moi, je n'ai pas souvenir dans mon enfance qu'il y avait des tabous avant. Et aujourd'hui, c'est le cas, quoi. Par exemple, quel tabou il y a, vous pensez? C'est pas forcément tabou, mais c'est transformé. À mon sens, j'ai l'impression que c'est transformé. Mais à tel point que des fois, j'ai l'impression que je psychote aussi. Je finis par psychoter, me dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et des fois, après, on mélange tout aussi avec les fake news et autres. Des fois, on en devient parano. Là, quand il y avait eu l'incendie avec Notre-Dame, au moment de la manif, j'en suis devenue parano. Limite, je me suis dit, mais c'est limite un complot, c'est un truc. Parce que justement, les médias sont tellement faussés aujourd'hui qu'on est prêt à croire n'importe quoi, en fait. Après, en faisant des recherches, bien sûr, j'ai remarqué que c'était un pur hasard. Mais voilà, il faut continuer à faire des recherches. Et RT, voilà, moi, quand je fais des recherches à côté, je vois que c'est juste en général. Du coup, voilà, quoi, c'est une chaîne en laquelle je fais confiance.
De nombreux gilets jaunes ne croient plus aux autres médias. Selon eux, seules les informations de RT sont justes. Mais d'où viennent ces informations quand il ne s'agit pas d'un reportage de terrain? Pour répondre à cette question, nous avons observé le site internet de RT. Nous avons répertorié et analysé 811 articles parus les 4 mois précédant notre montage, des articles traitant de la France. Étonnamment, 80% des sources proviennent de médias mainstream, ceux-là même dont la chaîne dit se démarquer. La majorité des articles de RT sur la France n'apportent donc aucune nouvelle information. Mais la plus grande surprise vient des pages internationales. Aucun article traitant de la Russie n'est signé. La plupart ne fait que retransmettre la ligne officielle de l'État russe. Ici, RT semble plus proche de l'agence de communication du Kremlin que d'un média alternatif. En revanche, quand il s'agit du gouvernement français, de l'Union européenne ou encore de l'OTAN, RT France adopte systématiquement un parti pris plus dépréciatif. Direction le nord de l'Europe. Les 3 États baltes sont aussi devenus les cibles de cette guerre hybride. Nous nous rendons en Estonie, le plus septentrional de ces 3 États. Ce petit pays d'1 300 000 habitants, à l'économie florissante, a des relations tendues avec son grand voisin de l'Est. Occupé en 1939 par l'Armée rouge, il a été incorporé de force à l'URSS pendant un demi-siècle. Un 5e de sa population a été déporté dans des camps de travail en Sibérie. 75 000 personnes ne sont jamais revenues du goulag. En 2018, dans la capitale de l'Estonie, à Tallinn, a été inauguré ce monument, le mémorial de la terreur soviétique. Âgé de 43 ans, Merle Maigre a vécu les 14 premières années de sa vie sous le régime communiste. Ce sont les noms de toutes les victimes de la terreur soviétique. Beaucoup ont été fusillés. Beaucoup aussi ont été arrêtés et sont mortes dans les camps de travail. Mais la plupart ont été déportés et sont mortes en Sibérie ou sur le trajet. C'était très dur. 22 000 noms de victimes n'ayant pas de sépulture sont inscrits sur ces murs. Presque aucune famille du pays n'a été épargnée. L'Estonie, c'est petit. On a tous des histoires. Nous connaissons tous quelqu'un. Beaucoup ont été emmenés. Je reconnais beaucoup de noms de famille. Je vois ici ceux de camarades de classe, de parents, de voisins. Comme une majorité d'Estoniens, Merle a tourné la page de ce passé douloureux. Les statues de Lénine et de Staline ont désormais leur place au musée. Mais en avril 2007, lorsque le gouvernement décide de retirer un monument à la gloire de l'Armée rouge qui trône alors dans le centre de la capitale, le pays plonge dans le chaos. Durant plusieurs jours, des membres de la minorité russophone crient leur colère. Le monument symbolisait à leurs yeux la guerre menée par l'Armée rouge contre l'Allemagne nazie. Certains émeutiers arborent des drapeaux russes. D'autres entonnent des chants nationalistes russes. On va découvrir quelques jours plus tard que de jeunes Russes sont venus en car de Saint-Pétersbourg pour leur prêter main forte. Des vitrines sont brisées, des véhicules vandalisés. Il y a de nombreux blessés, un émeutier est même tué. En effet, au moment des attaques, je vivais et travaillais à Kiev, en Ukraine, alors que mon fils, âgé de 2 ans, et mon mari étaient restés ici à Tallinn. Et j'ai personnellement vécu 2 jours d'angoisse, alors que j'essayais d'avoir des informations, d'en savoir plus sur ce qui se passait exactement à Tallinn.
Mais je n'y arrivais pas parce que les sites d'information étaient hors service. Les pages web des journaux et les actualités télévisuelles, rien ne marchait. Je n'étais pas complètement paniquée parce que j'étais en contact téléphonique avec mes proches. Je savais donc que fondamentalement, ils étaient vivants et qu'ils allaient bien. Mais je voulais en savoir plus sur ce qui se passait dans ma ville. Simultanément aux émeutes, l'Estonie est frappée par une cyberattaque d'une ampleur sans précédent. Elle va durer 22 jours. Outre 2 grandes banques, des médias et des sites internet de l'État sont mis hors service. Alors que le pays est plongé dans la crise, le gouvernement, lui, est réduit au silence. À l'époque, Merle travaille à l'OTAN. Elle découvre que l'organisation n'est pas préparée à ce genre d'attaque et qu'elle est incapable d'aider l'un de ses États membres. La cyberattaque de 2007 contre l'Estonie a démontré que l'OTAN avait besoin d'un centre de pointe dédié à la réflexion, à la recherche et à la mise en œuvre de la cybersécurité. Alors on remercie Moscou et le Kremlin pour ces attaques qui nous ont permis de créer le centre cyber de l'OTAN. En effet, un faisceau d'indices accable la Russie. Lorsque le gouvernement estonien bloque les sites dont le nom de domaine se termine par .ru, c'est-à-dire établi en Russie, l'attaque diminue de manière significative. De plus, des 175 pays sollicités pour collaborer à l'enquête, seule la Russie refuse. Mais le Kremlin nie toute implication dans cette attaque. L'Estonie est devenue, depuis cette crise majeure, un pays à la pointe de la cyberdéfense. Merle est aujourd'hui vice-présidente d'une compagnie spécialisée dans la sécurité des réseaux informatiques. Elle travaille pour des multinationales et des États. Voici l'équipe en action. Nous avons des employés qui travaillent sur la cyberhygiène, d'autres qui font des simulations. Ici, on prépare les clients à faire face à des cyberattaques bien plus graves que celles de 2007. Grâce à l'informatique, il est désormais possible de perturber le réseau électrique, la distribution d'eau, les transports ou même les hôpitaux d'un pays. Pour défendre efficacement ces systèmes, il faut les mettre à l'épreuve régulièrement. Les équipes de hackers de Merle se divisent en 2 groupes, ceux qui défendent et ceux qui attaquent. Donc ici, on a un exemple de test d'intrusion qui est en cours. Dimitri est le meilleur hacker de l'équipe des attaquants. Grâce à une faille, il va s'introduire dans le site internet de sa cible. Nous pouvons clairement voir tout ce que l'employé fait, même si le site est crypté. Ainsi, nous pouvons pénétrer davantage dans le système. Il peut s'agir de services web, de boîtes mail. Cela peut être des postes de travail fonctionnant sous Windows, des ordinateurs portables, tout ce qui est connecté au réseau de l'entreprise. Si les Estoniens se préparent à la guerre informatique, l'OTAN, elle, se prépare à la vraie guerre. Car la menace russe ne se cantonne pas au cyberespace. Moscou multiplie aussi des démonstrations de force brute. Comme ici, à l'occasion de l'exercice Vostok 2018, où pas moins de 300 000 soldats, 36 000 blindés et 1000 avions et hélicoptères de combat sont engagés dans un exercice. Des manœuvres qui ont eu lieu en Sibérie. Il s'en est également déroulé près de l'Asie centrale, du Caucase, mais aussi aux portes de l'Europe, et notamment en Biélorussie, le dernier allié stratégique de Moscou dans la région. De plus, dans l'enclave russe de Kaliningrad, des missiles à capacité nucléaire ont récemment été déployés. D'une portée de 500 km, ils sont capables de frapper Varsovie ou Berlin. Inquiets, les États baltes et la Pologne ont demandé à l'OTAN d'installer une force permanente sur leurs territoires respectifs. Nous sommes en Lituanie, à 15 km de la frontière biélorusse, dans un champ de manœuvre de l'OTAN, perdu au milieu de la forêt.
C'est ici que va se dérouler l'opération Iron Wolf, c'est-à-dire loup de fer. Opération qui va simuler une invasion. L'OTAN va devoir repousser un adversaire fictif. Quand partez-vous avec les pelotons? Quand est-ce que vous vous déployez? C'est déjà fait. Déjà? Oui. Ok. Le lieutenant-colonel Abel, un officier de l'armée allemande, commande 1000 hommes. Nous avons donc ici, comme vous pouvez le voir, la Belgique. Nous avons ici évidemment les Allemands, là les Hollandais et les Norvégiens. Nous avons aussi un petit contingent tchèque, un peloton. Également une femme venue d'Islande. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 nations participantes. Le lieutenant-colonel a combattu les talibans en Afghanistan. Mais ici, il se prépare à une guerre d'un autre type. On se réapproprie des techniques que nous avons négligées ces 15-20 dernières années sur des opérations de stabilisation. Nous nous entraînons contre un véritable ennemi, c'est-à-dire dans le cadre d'une guerre conventionnelle, contre un ennemi qui a aussi des chars, de l'artillerie, etc. Fini les drones et les forces spéciales. Après 2 décennies à combattre le terrorisme, les soldats réapprennent à mener une guerre conventionnelle. Sont ainsi alignés sur le terrain l'infanterie mobile, avec ses équipes de reconnaissance et ses blindés, la logistique et le génie dont les engins de terrassement préparent les fosses pour l'arrivée des chars lourds. Il faudra aussi être prêt à affronter un ennemi pouvant disposer d'une aviation. Ce sont les Allemands, ça. Donc une unité de défense antiaérienne. Le lieutenant Hamza fait partie du génie de combat belge. Sa tâche et celle de ses hommes consiste à placer des pièges sur les axes où l'ennemi doit passer. Tout se passe comme prévu? Ouais, on est sur la fin. Là. Ok, parfait. Pas oublier de bien camoufler tout ce qui passe ici, hein. Ça doit vraiment pas être visible. Ah ouais, nickel. On veut retarder l'ennemi d'une certaine durée et avec tous les moyens qu'on a, on va essayer de les mettre en œuvre pour que cet objectif soit réalisé. Le haut commandement a ordonné au génie de combat de retarder l'ennemi durant 4 heures. Pour bloquer aussi longtemps toute une colonne de chars, Hamza et ses hommes ont choisi la technique de l'abattis. Un abattis, c'est quoi? C'est un obstacle qu'on va réaliser avec des arbres. Donc on va sur une certaine distance, généralement une centaine de mètres, on va aller placer des explosifs sur les arbres de façon à pouvoir faire tomber les arbres et de manière à ce qu'ils s'entrecroisent sur la route. L'ennemi va devoir engager des éléments lourds pour pouvoir ouvrir l'itinéraire. Cette technique présente un autre avantage. L'itinéraire reste libre jusqu'au dernier moment et permet en fait le repli également des troupes amies vers les lignes arrières. Les manœuvres vont durer 72 heures, de jour comme de nuit. En situation réelle, alors que la température frôle le 0 degré dans les abris de fortune. Depuis 2016, les exercices de ce type se multiplient partout dans la région. L'OTAN peaufine sa stratégie de défense pour dissuader la Russie de toute intrusion dans les États baltes. Mais Moscou inverse les rôles et se pose en victime de manœuvres d'intimidation. Dans cet article du site internet de RT France, le chef d'état-major de l'armée russe déclare que ces exercices de l'OTAN sont menés, je cite, « en vue d'un déploiement de ses forces dans un conflit militaire de grande ampleur ». Des intentions belliqueuses en somme, que réfute le lieutenant-colonel Abel. Moscou dit que vous menacez la Russie. C'est une farce? Comment dire? Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Mais si vous prenez une carte et que vous comptez le nombre de brigades, de divisions et d'armées, je pense que ce n'est pas le cas. Non, il n'y a aucune comparaison possible. Les effectifs engagés par l'OTAN et la Russie lors de leurs manœuvres aux portes de l'Europe ne sont en effet pas comparables. Sur cette carte en rouge, les exercices russes, en bleu, ceux de l'OTAN. Depuis 2013, un seul exercice de l'OTAN a rassemblé 50 000 hommes. Côté russe,
il y en a eu 5 qui ont mobilisé en tout entre 70 000 et 150 000 hommes. Mais le vrai problème de ces manœuvres de grande ampleur, c'est qu'elles servent parfois de couverture. L'armée russe en a déjà profité pour envahir des pays voisins. C'est ce qui est arrivé en Géorgie en 2008 et en Ukraine en 2014. Ces invasions inquiètent les pays voisins de la Russie. C'est le cas de la Lituanie. Nous sommes à Vilnius, la capitale. Ici, les vestiges des 40 ans d'occupation soviétique ont disparu. Dans le centre-ville se trouve ce bureau de l'Organisation des fusiliers lituaniens. Fondée pour contrer le communisme, cette milice associative était tombée en désuétude. Bonjour. Bonjour, Gabriela. Enchantée. Asseyez-vous, je vous prie. Mais aujourd'hui, elle retrouve un second souffle. Pour devenir fusilier, il faut prêter serment. Mais avant ça, vous devez remplir ce questionnaire. Quand on aura tous les documents, il ne vous restera plus qu'à payer 5 € de frais d'admission. Et c'est tout. Danielle a 24 ans. Elle a choisi d'intégrer cette organisation paramilitaire. Comme les dizaines de volontaires de tous âges qui chaque semaine viennent s'inscrire ici, elle n'a jamais touché une arme de sa vie. Je travaille dans le quartier. Je suis dans le tourisme. Tout le monde peut s'inscrire. Il suffit d'être lituanien, d'avoir un casier judiciaire vierge et d'être âgé de plus de 11 ans. Pourquoi vous êtes-vous engagé? Parce que je suis une patriote. J'aime mon pays. Et je veux pouvoir apporter mon aide en cas de besoin. Voilà la raison. Le risque d'une invasion russe est dans tous les esprits. Parmi les volontaires, la moitié est mineure et 1 sur 10 est une femme. La mobilisation est telle que les effectifs de l'association ont été multipliés par 5 depuis 2014. Ils dépassent aujourd'hui ceux de l'armée régulière. Ces miliciens sont issus de tous les pans de la société civile. Solius, 40 ans, vient travailler régulièrement dans ce café de la banlieue de la capitale. Responsable marketing pour une société de vente en ligne d'accessoires de mode féminin, il fait partie de l'association depuis 5 ans. Un de mes bons amis m'a proposé de rejoindre cette force. J'y pensais depuis longtemps. Je ne pensais pas forcément à cette association, à l'association des fusiliers. Je pensais plutôt à comment évoluer dans ma vie, comment faire pour aider les autres ou moi-même en cas de problème. N'importe quel type de problème, pas nécessairement la guerre. S'il y a un grave accident de voiture, par exemple, ou quelque chose du genre. Comment aider dans ce genre de situation critique? Et donc il m'a demandé de le rejoindre et j'ai dit oui. Et j'adore vraiment ça. Solius a passé les 10 premières années de son enfance sous l'occupation soviétique. Son père a été déporté en Sibérie avec tous les membres de sa famille pendant 5 ans. Aujourd'hui, Solius est prêt à se battre pour que son pays conserve son indépendance, loin du diktat du Kremlin. J'aime notre époque. J'aime la liberté, parce que nous pouvons faire ce que nous avons envie, tant que c'est légal, bien sûr. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des affaires, vous pouvez voyager, vous pouvez avoir vos propres opinions et les exprimer. C'est énorme, finalement. À l'époque, il n'y avait pas de liberté, et vous n'aviez pas le droit de dire ce que vous pensiez. En Lituanie, après 3 décennies de vie démocratique, l'annexion de la Crimée en 2014 a fait l'effet d'un électrochoc. Les Russes s'en prenaient à l'intégrité territoriale d'un État voisin. Pour protéger son pays, Solius est aujourd'hui prêt à prendre les armes. Nous devons nous préparer à la guerre, avant qu'elle n'éclate. Bien sûr, on espère tous qu'elle n'aura jamais lieu. Mais l'objectif, c'est d'être prêt. Chaque année, Solius participe à une douzaine d'exercices. Il a rendez-vous à 40 km de l'enclave russe de Kaliningrad.
C'est ici que des membres de l'association se retrouvent pour apprendre l'art de la guerre. Ils sont professeurs, retraités, lycéens ou encore techniciens informatiques. Et pour eux, l'art de la guerre commence par avaler sans broncher une bouillie de céréales agrémentée de saindoux. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Solus arrive juste à temps pour la distribution des armes et des munitions. Elles ont été confiées à l'association par le ministère des Armées, qui supervise la formation des miliciens. C'est un AK-4. C'est un fusil automatique. Vous pouvez mettre une optique dessus et ça devient une arme de précision. Les uniformes, comme le reste du matériel, sont à la charge des membres de l'association. Les miliciens se séparent en deux groupes. Un premier qui va rester au camp et un second qui va s'enfoncer en forêt pour former l'équipe d'assaut. À sa tête, Mindogas, un ancien de l'armée, comme la plupart des instructeurs. Si vous voyez quelque chose de suspect, arrêtez-vous et appelez le commandant. Clarifiez tout de suite la situation. Agissez sans tarder. N'attendez pas que l'on vous ait tiré dessus. Des questions? Il va devoir faire de Solus et de ses collègues des hommes maîtrisant les tactiques de guérilla. On va se préparer à une mission de renseignement pour attaquer ce camp. On va commencer par faire des mouvements tactiques. On va voir comment se déplacer quand il faut traverser une route. À mon commandement, droite. Avant-garde, en avant. Le début de l'entraînement consiste à se déplacer de manière sécurisée et à couvrir les arrières de la colonne. Stop, prends cette place. Tiens ta position, tiens ta position. Tu le fais bouger alors que tu n'es pas encore en position. Bouge un peu sur la droite pour faire de la place à ton camarade. Ils ont reçu beaucoup d'informations théoriques en classe, mais maintenant, la pratique, c'est très différent. Peu importe l'âge que vous avez, même vieux, vous venez et vous faites de votre mieux. L'exercice correspond à une stratégie pensée en accord avec l'état-major. En cas d'invasion du territoire, les miliciens seront là pour harceler les forces d'occupation en attendant l'arrivée des renforts de l'OTAN. Il y a l'OTAN, oui. C'est le garant de notre sécurité. Mais on doit s'améliorer. Parce qu'on ne peut pas rester juste comme ça et attendre en se disant « Ok, les Allemands vont venir et tout va bien se passer ». Non, il faut être fort, il faut être bon. Il faut connaître son pays et connaître les endroits où se battre si nécessaire. Solius, regarde de ce côté. Nous deux, on va voir par là-bas. Ok. Dans cette partie de l'Union européenne, les milices comme celle-là fleurissent dans la perspective d'une guerre conventionnelle contre l'armée russe. Ils sont 12 000 en Lituanie, 8 000 en Lettonie, 26 000 en Estonie, 21 000 miliciens en Pologne. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? Ils sont prêts. Feu! Tous sont résolus à ne pas être les prochaines victimes de la guerre hybride menée par la Russie contre l'Europe. Alpha, à l'attaque! Bravo, couvrez-nous!